Je voudrais vous présenter John Fleetwood, qui est le directeur du Market Photographic Workshop à Johannesburg. Il le mérite. C'est un travail formidable. Market Photographic Workshop qui avait été créé par David Goldblatt sous l'apartheid et qui est maintenant brillamment dirigé par John Fleetwood et qui continue la mission. Voilà, on a mission, il en est question ce soir puisqu'on a eu la chance de pouvoir pour une fois pas récupérer des photographies après la production, mais de pouvoir aider des photographes à produire, 12 photographes, à l'occasion des années croisées France-Afrique du Sud et Afrique du Sud-France. En 2012, il y avait en Afrique du Sud l'année culturelle de la France et en 2013, cette année, c'est l'Afrique du Sud qui est de retour chez nous. Les affaires étrangères, plus exactement l'Institut français, avec Laurent Clavel et Bénédicte Alliot qui sont avec nous, nous ont contactés, oui, le mérite, mais on va en reparler après, nous ont contactés pour inviter des photographes sud-africains aux rencontres d'Arles. Et comme on avait invité déjà beaucoup de photographes sud-africains récemment aux rencontres d'Arles, on avait même donné 2 prix à 2 d'entre eux, on s'est dit, voilà, on ne va pas remontrer les mêmes travaux. Et donc, on a eu cette idée de faire quelque chose d'un peu spécifiquement français, qui est une mission sur le paysage, comme dans la foulée des missions de la DATAR, de la mission du littoral, et de toutes les missions que les régions désormais, et les départements et les villes passent à des photographes. Et en parlant avec Laurent Clavel et Bénédicte Alliot, on s'est rendu compte que le territoire en Afrique du Sud est une vraie réalité complexe, variée, et on va y revenir. Et donc, on a eu envie de monter un projet qui s'appellerait un projet sur le territoire social et d'inviter à parité des photographes sud-africains et des photographes français. Okay, we started off with the idea that there's a French tradition that surveys land and populace. It's a very long-standing tradition. We thought that this gave us an apt framework to start to work thinking around this project. Land and landscape in South Africa is quite contested. It's contested through many deep years of concerns around the socio-political understanding. For instance, 2013 marks the 100 years of the 1913 Natives Land Act that saw black South Africans restricted from ownership of and access to land and land rights. This, of course, has led to many decades after that, where legislation around apartheid was formalized and became the official regime in the late 1940s. 2014, next year, marks 20 years of democracy that South Africa has lived through. So as much as we can celebrate this process of democratization in South Africa, land remains the foremost legacy of an oppressed and unequal society. Thus, land cannot be looked at other than through the social. And that's why we call the project Social Landscape. So we initiated a process of identifying areas that we felt contested through land, resources, belonging, questions around memory. And we started to pinpoint these areas as areas where we thought some of the photographers should go to. And we then started with this project of identifying the photographers. Nous avons donc décidé qu'il y aurait autant de photographes que possible. Après, on a reçu les budgets que nous avons reçus. On a quand même pu faire partir 12 photographes sur ce projet, 6 photographes sud-africains, 5 photographes français et un photographe belge qui réside en France. On a essayé de balancer les approches. On voulait des photographes du paysage. On voulait... Ils se connaissent bien maintenant, ils chahutent ensemble. On voulait des photographes du paysage, bien évidemment, mais des photographes qui aient également une approche, des approches esthétiques différentes et de varier les approches de ces photographes. Les photos que vous voyez derrière nous actuellement sont des photos d'une réunion qui a eu lieu à mi-parcours. Après un premier voyage, on a souhaité réunir tous les photographes dans une sorte de séminaire qui s'appelle, que tu as baptisé le Bosberaad. Bosberaad. Ce qui veut dire une réunion dans le bush en afrikaner. Et puis donc il y a eu un deuxième voyage qui a donné lieu à une poursuite de la production et enfin une exposition qui a ouvert à Johannesburg devant le Market Photographic Workshop en décembre dernier, qui a eu beaucoup de succès et qui vient d'ouvrir à Arles puisque vous pouvez la voir ici aux ateliers.
Okay, concurrently in South Africa, we run a show called Show Us Our Land. It's a public program that intends to involve broader public, broader South African public, through participation of social media to engage with this issue of land, and asking them to send their photographs of landscape to the photo workshop to collate these into an exhibition that we have sent all over South Africa. Currently, this exhibition is running through the Eastern Cape. I think we are now at the stage where we should introduce the photographers. Not quite. Not quite. Non, juste pour dire également que ça a donné lieu à un livre, et je voudrais remercier Xavier Barral et Emmanuel Kouchner qui ont sorti le livre dans des conditions un peu périlleuses, mais le livre est arrivé ici, et d'ailleurs vous pouvez le trouver ce soir, il est en vente ici également, et il est très beau. Il a une couverture qui a été faite par Nolan Dennis, qui est cet artiste qui a également fait la fresque aux ateliers. Oui, il le mérite aussi, on va le retrouver tout à l'heure. Voilà. Donc les photographes sont donc... je vais inviter les Sud-Africains. Tabiso Segala, qui va venir nous rejoindre ici. Philippe Chancel. This is Tabiso. Philippe Chancel. Pas si chanceux cette semaine, mais on l'aime. Raphaël Dallaporte. Raphaël, bien connu à Arles. Peter Hugo. Peter. Alain Villaume. Alain Villaume. Avec son écharpe de petit prince. Santou Mofokeng. Santou. Cédric Noun. Jo Ratcliffe devait être avec nous, elle était là l'année dernière, mais elle n'a pas pu venir malheureusement. Harry Groyard. And Patrick Turnebeuf. Zanele Muoli. And last but not least, Thibaut Cusset. La musique est composée et interprétée par Édouard Perrault à la batterie et à l'électronique. Voilà, on vous laisse en compagnie des photographes. Second transition is a series of images that are photographed in the areas around mining town of Rustenburg, in the city called Rustenburg, in the northwest province of South Africa, is the biggest platinum producer in the world. I call the project Second Transition because of is the term that is proposed by the ANC to renegotiate the terms of conditions in terms of economic balances in South Africa. So the region has undergone different state of transition over the past 100 years. The transition started in the year 1890, where the chief of the Tswana tribe of Bahopa brought their land back from the white settlers around the town called Bretz, 40 kilometers away from Rustenburg. So the images were taken in the town where the incident happened, where 60 mine workers were shot by the police during the strike. For me, mining and land and ownership are the core issues when it comes to the second transition. The photographs in this series act as a symbol of witness of these economical imbalances in South Africa, where people live in contrast economical conditions.
people living in this poor living condition next to these multi-billion mining companies. Thank you. Je me suis rendu à Magopa, dans la province du Nord-Ouest. La région est aujourd'hui occupée par d'importantes sociétés minières qui en extraient le diamant et le platine. Le 16 août 2012, le mouvement de grève des travailleurs de la mine de platine de Marikana, qui revendiquait des augmentations de salaire et des meilleures conditions de travail, a fini dans un bain de sang, faisant 34 morts et 78 blessés parmi les grévistes. J'étais à Marikana avant et après ce drame. En Afrique du Sud, la question humaine, à l'épicentre de ma démarche documentaire, a touché toutes les cordes sensibles du politique, de l'économique et du social. Je me suis laissé guider par tous les courants contradictoires qui ont nourri ma conscience de photographe dans ces moments aussi intenses. J'ai retrouvé le combat d'Étienne Lantier dans Germinal, incarné dans la puissance du cri de ces milliers de travailleurs des mines de platine. J'étais surpris et bouleversé par la force de leur refus, de leur douleur, dont les racines viennent des profondeurs d'une histoire si longue, si oppressante, qu'il était impossible de rester indifférent. La beauté des grands espaces est à couper le souffle dans cette région d'Afrique. Mais ces étendues sont mises à vif par la brutalité de l'industrialisation minière et sa façon d'opérer en retournant littéralement leur surface. Cette roche grise, pulvérisée, concassée ou en bloc, issue des entrailles de la terre, qui contraste avec l'aridité rougeoyante des reliefs naturels, m'a fasciné. Pour moi, cet esthétisme renforce la violence du sujet et non le contraire. La ségrégation raciale en Afrique du Sud, qui a instauré la création de Bantoustans, engendre encore aujourd'hui, et de manière quasi inconsciente, un morcellement des territoires entre les populations qui se traduit par la couleur charnelle de la terre. Mais derrière toutes ces apparences, l'extrême complexité de ce pays oblige à l'humilité celui qui ne fait qu'y passer.
Ici, l'année dernière, John Fleetwood me parle de son pays. En me pointant sur Google Earth là où il avait grandi, j'ai été marqué sur ses vues satellites par des zones claires, abstraites, au milieu de la ville, qu'il m'a présentées comme étant les mine dumps, le rejet des mines d'or, le résultat d'un siècle d'exploitation par l'homme de ces ressources souterraines. Des massifs artificiels sont les monuments de Johannesburg. Depuis 1886, le début de la ruée vers l'or, 1,7 milliard de tonnes de détritus du sous-sol ont été déplacés par l'homme. Comment en rendre compte? Je me suis rendu sur place avec mon drone et j'ai réalisé ces vues aériennes à la zénithale. Johannesburg est né de cette exploitation du sous-sol. Les terrils ont grandi avec la ville. Là-bas, on y est nostalgiquement attaché. On a grandi à côté. Topstar, le fameux drive-in rejeté du centre-ville, est en cours de traitement. On déplace à nouveau la terre pour pouvoir récupérer le terrain constructible, mais aussi l'or qui s'y cache. Les premiers terrils qui ont été traités sont déjà reconvertis. Gold Reef City et un parc à thème, où se côtoient un casino, le musée de l'apartheid, et au milieu des montagnes russes, la dernière mine en activité, accessible aux touristes comme moi. Les ressources en eau pour Johannesburg sont limitées. C'est la seule ville de cette ampleur qui n'est pas traversée par un fleuve. Et ses sous-sols, les nappes phréatiques, sont contaminés par le drainage acide. Dans les dernières étapes du traitement, une solution de cyanure est nécessaire pour séparer l'or. Et pour la faire court, ça pue. La plupart des mines d'or ont cessé leur activité dans les années 70. Sur ces terrains vacants sont implantés des townships. Un quart de la population vit dans des logements informels. Ces terrils nostalgiques, mais sont aussi surtout pour moi l'évidence que l'homme est littéralement capable, même pour quelque chose qui ne se mange pas, qui ne se boit pas, pour de l'or, de déplacer des montagnes, comme on dit. Et maintenant, ce pays qui est quand même malade de plusieurs de ces pathologies, va devoir mettre en place des choses pour un besoin vitaux. Et je serais très curieux de comprendre comment l'homme va s'y prendre. Donc voici mon diagnostic après 15 jours à sillonner avec Peter Hugo la Main Reef Road, de ce court diagnostic. Et chez lui, vous discernerez peut-être, dans ces images en tout cas, d'autres pathologies que je n'ai pas pu moi-même isoler.
1886, massive gold deposits in the vicinity of Johannesburg was discovered. This led to a huge gold rush. A road connected all these gold deposits, and it is called the Main Reef Road. I chose to focus on the Main Reef Road and wander through what was once the country's most important and prosperous commercial corridor. The Main Reef Road was once a road which linked the world's wealthiest towns, South Africa's Via Appia, a place where the streets were literally filled with gold. These towns are no longer the El Dorados with promises of abundant wealth that they once were. The earth from which the gold was extracted formed artificial mountains all along the gold belt, all along the Main Reef Road. These mountains are known as mine dumps. A dump in Brakpan was taller than the pyramids, and the shadows of these mine dumps are informal settlements, slums, a very apparent visual irony, abject poverty on the slopes of the remnants of what was once the wealthiest and most prosperous boomtowns in the world. Now, South Africa is one of the most economically unequal countries in the world. To me, the Social Landscape Project explores places and people where these conflicting realities intersect. I'm interested in how the relationship between man and landscape, about how we shape it and how it shapes us, and how it imprints itself in turn on our physicality. As much as we leave our traces on the earth, history also leaves its marks on us. It eats away at us, and we cannot escape its heavy weight. Je me souviens du vent ce jour-là quand j'ai trouvé le titre, mais j'ai juste oublié quand c'était. Je me souviens que je ne savais rien du fracking, fracturation hydraulique du gaz de schiste. Je me souviens que tout le monde me disait qu'il n'y avait rien à voir dans le carreau concernant le fracking, qu'il n'y avait que des rumeurs. Quand j'ai atterri, je me souviens que je ne savais pas où commencer cette histoire de fracking, de Shell Company, d'enjeux des territoires, de peur et de colère, d'exploitation du sous-sol, de pollution, de nappes phréatiques, de développement économique, de nouveaux emplois. Je me souviens avoir roulé toute la journée sur ces pistes poussiéreuses et que je ne savais toujours pas quoi prendre en photo pour ce sujet qui n'existait peut-être pas. Je me souviens de ce doute quand j'ai pris la route, de ce doute, du ciel incroyable, du vide, du vent qui venait de si loin, accourait du fond de l'horizon, de ce froid de l'hiver.
Je me souviens très bien quand j'ai vu la première traînée de poussière. Mais je me souviens aussi que je l'ai photographiée machinalement, sans rien voir peut-être, parce qu'il y avait si peu de choses à voir. Et ce nuage est devenu la métaphore qui allait m'obséder, que j'allais poursuivre. L'alerte avait pris forme, une forme impalpable, faite de presque rien. Gaz de schiste, gaz, encore quelque chose qui ne se voit pas, tiens. Ça peut prendre feu. Le nuage, comme un trou de lumière dans l'image, comme un passage dans le paysage, un trou dans la vie des gens qui vivent là, qui va tout ensevelir. J'ai alors eu un sentiment que je ne connaissais pas, un très étrange sentiment mêlé, peuplé de grondements mécaniques, de dangers imminents, de prédateurs, de torchères, mais aussi habité d'une sorte de paix, d'avoir enfin trouvé comment faire ces images et comment aller à la rencontre de ceux qui vivaient avec cette menace devant eux, cette menace entre eux et le paysage, puis peut-être de cette menace avec eux dans le paysage. Mais peut-être après tout que la grâce infinie de ce paysage, sa majestueuse inertie, sa résistance à l'usure des siècles, alliée à la sincérité et au combat de quelques-uns, finiront par vaincre les tractations, les mensonges des puissants, des dévoreurs d'espace. Maybe. I read to you Santu Mofokeng's test. Fracking holds promise, but at what cost? At worst, it will threaten us fundamentally, threaten the place worlds that, as Basso has written, are central to the construction of self-knowledge. Anti-fracking in the Karoo is a movement that has attracted people and organizations with impeccable credentials. Verily, a friendly, committed, and sincere people intent on fighting the good cause, bent on saving the land and its environment. Waiting on the fringes is a far less cohesive crowd. They consist of people who will fill up your tank at the garage, for example. Ask if they have opinions about fracking. The response often is as follows. We want employment, friend. Isn't it so that there are precautions to be followed according to the law? We need jobs. We don't want to loiter about as vagrants in the township. The problem for me has always been
who lives in these rotten places once the decline in profitability or disasters have occurred and the capitalists have left. I embrace anti-fracking as a desideratum to the neglected cause, nation building, and the project of reconciliation. Let me aver that a handful of people, no matter they be scientists, activists, journalists, or academics, with support from the international anti-fracking community, are bound to fail if no effort is made to bring into the fold the underclass that comprises the majority in this country. They are no match for the mega conglomerates such as Shell. Is there indication that a unified outcry could happen? I wonder. In this landscape, a tragedy unfolded, and in truth, continues to unfold till this day. It is known as the 100-year war, or the frontier war. This landscape, occupied by the Xhosa, a people indigenous to southern Africa, was contested by Boer and British. Here, we revisit the valleys, mountains, rivers, ridges, and plains, which were and are at the heart of the tragedy. Importantly, we do so from the eyes and perspective of those who called this landscape home and were native to the region. We see territory and terrain which was cherished and coveted, defended and attacked, won and lost. We see the victors and the vanquished. For many, this drama is unknown or a distant and hazy memory. For a few, it is remembered as though it occurred yesterday. These images are dedicated to those who cannot forget.
Ma mission s'appelait Golf Courses, Polo Fields and Their Effects. Le territoire est sur l'océan Indien, à la hauteur de la ville de George, où il y a beaucoup de superbes terrains de golf et polo qui consomment beaucoup trop d'eau. L'apartheid n'étant pas loin, ces loisirs sont presque uniquement fréquentés par les Blancs. Ce qui est impressionnant, c'est que pour aller dans ces endroits très riches, on traverse souvent des townships très pauvres. Le contraste est saisissant. La communauté blanche vit souvent dans des compounds très sécurisés. J'ai ressenti ça presque comme de la claustrophobie. Supermarchés et plages sont fréquentés par une nouvelle middle class noire. Je me sentis très à l'aise dans les townships, jamais interpellé, ce qui arrive souvent dans les pays africains. Les gens me semblaient dociles, peut-être résignés, figés, en attente, avec des enfants bien plus vivants que dans les compounds blancs. J'ai souvent pensé aux images de David Goldblatt. Je suis tombé à côté de la route sur un mémorial pour une petite fille blanche, en allant d'un petit village où se déroulaient les funérailles d'un jeune garçon noir. Les funérailles étaient très émouvantes, haut en couleur, on chantait, on pleurait. J'avais l'impression de me trouver dans un film des années 60, dans le sud des États-Unis, mais parlant afrikaans, que je comprenais à moitié en étant d'origine flamande. De retour à Johannesburg, j'ai pu travailler pendant quelques heures dans une grande rue commerçante où j'ai senti une énergie, une tension bien différente de ce que j'ai vécu près de l'océan Indien. Following is a pre-recorded reading by Joe Ratcliffe about her work. This presentation comes from a larger body entitled The Borderlands, which explores the manifestation or the aftermath of the Angolan War within South Africa's landscape. My interest in Angola goes back to the mid-1980s, when I first read Another Day of Life, Rysard Kapuscinski's account of events leading up to Angola's independence and subsequent civil war. The book resonated strongly with what was happening in South Africa at the time, great political upheaval and mass mobilization against the apartheid government. Also by then, the South African Defence Force was already entrenched in Angola, fighting its own war against the exiled Namibian liberation movement SWAPO and the Angolan army FAPLA, a conflict referred to in South Africa as the Border War. But for most South Africans,
Angola was perceived as little more than a distant elsewhere, a remote place called the border, where brothers and boyfriends were sent as part of their military service. Now, over 2 decades since Namibia's independence and the withdrawal of South African troops from the region, the border war remains something with which much ignorance and shame, and for some even betrayal, are associated. For 2 years, I traveled with ex-veterans through the landscapes of southern Angola, visiting the battlefields. This body of work was titled As Terras do Fim do Mundo, The Lands at the End of the World. I became curious about whether the traces of that war could be found within South Africa's borders, and I was particularly interested in the idea of a militarized landscape. But rather than spaces connected with the usual apparatus of South Africa's military, I wanted to search out sites that were intricately connected with that war. Places like Pomfret, an abandoned asbestos mining town where the members of 3-2 Battalion were relocated, or Remfasmark, which was used as a military testing site and where there were rumors that it had nuclear weapons, and Kimberley, which includes the Smitsdrift and Platfontein farms. All of these sites were occupied by the South African Defence Force during the mobilization of the war and its aftermath. But they also share histories of violence and dispossession during the apartheid era, and more recently, since our new democracy, reconciliation and redress. I'm interested in the intersection of these histories, how they impact now in the present everyday life of these places. I'm ending with a quote from You Can't Go Home Again by Thomas Wolfe. Some things will never change. Some things will always be the same. Lean down your ear upon the earth and listen. Je ne connaissais pas l'Afrique du Sud et encore moins Kimberley, ville historique liée aux mines de diamants. Elle fut créée en 1867 au bord du Big Hole, grand trou où la recherche des pierres précieuses furent source d'économie et de création de cette cité. Kimberley est un petit bourg situé au début du désert du Karoo, à 1200 mètres d'altitude, marqué par les traces d'un passé glorieux et colonial. Je me suis laissé porter par les impressions que me donnait cette commune au paysage empreint de références au passé. Trouver tel stigmate, telle cicatrice, accompagnée de résonances historiques sociales. J'ai commencé par les évidences, les lieux officiels comme les musées, le club, une salle de danse, pour me trouver ensuite dans une sorte d'errance dans la ville. Je voulais retranscrire ce sentiment figé qui m'impressionnait. La mise en place de mon protocole de prise de vue était liée à la contrainte volontaire de l'utilisation de ma chambre. Prendre le temps, se poser, cadrer, attendre. Je voulais sentir le suintement de la rue, le grain des façades, l'importance des typographies. J'ai donc souvent pris le parti de photographier à l'heure bleue, au moment de la tombée de la nuit, lorsque le centre de Kimberley se vide de ses âmes. Cela m'a permis d'appuyer l'observation du paysage social, en lien aux stigmates architecturaux et en référence au passé. A contrario, tout en restant dans la même zone géographique, je souhaitais y amener un regard plus humain, moins distancié à mon habitude, apporter une échelle en rapport à la rue, à l'espace urbanisé en écho aux références américaines. J'avais le sentiment de me projeter en arrière,
dans les icônes photographiques de Walker Evans, Lee Friedlander ou Stephen Shore. J'ai eu également cette sensation étrange que le temps s'était arrêté, ou plutôt que je faisais un voyage dans le temps, sans nostalgie. J'attendais patiemment, à un carrefour, que la vie défile devant moi, les yeux grands ouverts, prêt à saisir l'instant banal. Kimberley n'était plus un désert. Le fait de travailler à la chambre, de front, à plat, me permet de me sentir en phase avec une certaine réalité, de faire osmose à l'hyperréalisme. Je travaille beaucoup sur la systématique, la répétition, ce qui me permet de souligner les signes quotidiens, effacés de l'exceptionnel, mais qui apportent un sens au paysage. Ce qui est visible n'est pas forcément beau, comme ici en périphérie de Kimberley. La photographie est un témoin présent, le photographe retrace. J'ai fait un merveilleux voyage. Royal Palace for our kings, Welithini, where a number of young women, Zulu maidens, marched. There were about 20,000. Only the unmarried and childless young women could participate in the Zulu Red Dance every year, which take place between August and September. This is not a fashion show, but it is part and parcel of a Zulu culture, a province of my birth. Part of this series, I look at a number of women, trans women, I look at lesbian women, I also look at heterosexual women as part and parcel of the social landscape. Each and every girl who participates in this event had to pick a reed, which is what you see in these pictures. And one woman who was one of the matrons told me that if one of that reed breaks, it means that a girl is no longer a virgin. This is more about purity, pride, and beauty of a culture that most of us believe in. It is another strategy in which people believe that you could abstain from sex. I was drawn by the dance and the song and the texture of these women's bodies as they marched in front of a number of tourists and men, of which most of them were wondering who was going to be the next princess for the Zulus. Even the girls themselves, they were wondering who would be the next one. Again, only the matured, unmarried, and childless are allowed to participate in this event. As I was trying to move around different spaces in KwaZulu-Natal, I received a message that one black lesbian was brutally murdered. It was not far away from my mother's house. Her name was Mandisa Mbambo. She was only 33 years old when she was brutally murdered due to her sexuality. The last picture is of Dombi Hlombe, who lost her index finger because she contested the rule or the patriarchal attitude of a young man in her village of Loskop. She's now unable to work or fend for her children because the finger that she used the most to sew clothes that she sold was lost on that day. Again, these images are inspired by women of South Africa. Thank you so much.
10 jours, c'est peu pour dire quelque chose d'un pays si complexe. Moi qui m'installe plutôt dans la durée. Je choisis un sujet, un parc national protégé, tout au nord du pays, le Mapungubwe National Park, à la frontière du Zimbabwe et du Botswana. Ce parc est considéré comme un paysage culturel d'une grande importance et doit redevenir naturel. Il est menacé par des projets d'extension d'une mine de charbon à ciel ouvert toute proche. Ce parc, qui a abrité une grande civilisation il y a plus de 700 ans, est maintenant classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce que j'en ai vu, ce sont des paysages africains à la beauté aride. Un lit de rivière asséché, le Limpopo. Des arbres mythiques, le baobab et ses multiples formes. Le fameux arbre à fièvre à l'écorce jaune. Des acacias et aussi des chaos d'arbres déchiquetés par les éléphants. Je suis dans la province du Limpopo, à la frontière du Zimbabwe, privé de mon sujet, la mine de charbon que je voulais mettre en écho au paysage du parc. Alors, face à cette Afrique ancestrale, je décide de photographier les paysages habités de cette province du Nord. J'ai sillonné les routes de Oldez à Moussina et de Moussina à Toho Yandou, au cœur du Limpopo. C'est une méthode que je pratique souvent quand je voyage, faire de la route et me mettre en situation d'errance. Et je fais ce que je sais faire de mieux, observer, arpenter, être à l'affût du moindre paysage, être aux aguets, pour dire le pays en une suite de paysages. Ce sont des entre-deux, ni vraiment ville, ni nature sauvage, simplement des lieux habités par des constructions plus ou moins précaires, des présences, des délaissés. Disons quelque chose d'un paysage quotidien, d'une Afrique du Sud en plein soleil, qui vit et qui résiste. Ils sont là. Venez. Je voudrais qu'on soit rejoint par Bandile, Molemo, Nolan Dennis, et puis aussi l'équipe des rencontres qui a travaillé sur ce projet, Lauriane, Julie, Pascal, et Laurent Clavel et Bénédicte Alliot qui nous ont permis de réaliser avec leurs confrères sud-africains qui ne sont pas avec nous ce soir ce projet. Voilà, ils sont là. Thibaut Cuisset, Raphaël Delaporta, Tavission Segala, Philippe Chancel, Peter Hugo, Santou Mofokeng, Alain Guillaume, Patrick Tournebeuf, Zanel Emuoli, Harry Gruyart, Cédric Nunn, John Fleetwood, Bénédicte Alliot et Laurent Clavel qui rentrent dans la lumière. Voilà, toute l'équipe des rencontres est absente. Où est-elle? Où sont Julie et Lauriane et Pascal? Les voilà. Et Xavier Barral et Emmanuel Kouchner qui ont réalisé le livre, qui est arrivé juste à temps. Voilà, merci beaucoup. Très belle soirée, merci. Oh, pardon. Et Édouard Perrault à la batterie, oui, électronique. Et l'équipe de Coïncidence pour la réalisation. Merci beaucoup. Et encore pour les photographes. À demain. Merci.